Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 93 si je ne m'abuse, comme d'habitude pour l'actualité un petit peu, en tout cas mes news préférées de la semaine et tout ça, que ce soit des news simples ou des news peu compliquées, quoi qu'il arrive, tape des matières dans la description pour sauter directement vers le sujet qui vous intéresse le plus. Et on va commencer tout de suite. Ok, alors première news, c'est Google qui a enfin lancé son service de streaming de jeux vidéo. Donc on s'y attendait depuis pas mal de temps, il y avait eu des rumeurs par-ci par-là, mais finalement ils l'ont annoncé, donc c'est Stadia qui s'appelle, et du coup il va rejoindre les très nombreux services de streaming de jeux vidéo qui existent déjà. Donc vous avez, pour information, PlayStation qui a son propre service, Xbox, enfin Microsoft techniquement, vous avez aussi Nvidia qui a son propre service de streaming, vous avez aussi d'autres plus différent, par exemple Shadow, qui lui, c'est plus, vous streamez carrément un PC, donc vous pouvez jouer dessus évidemment, mais il n'y a pas que ça. Donc il y a énormément d'acteurs sur le marché. Du coup, l'approche que prend Google ici est assez unique. Je dirais même que chacun a un peu une approche unique. Donc ce que vise Google, c'est de vous permettre de streamer via votre navigateur ou via un appareil compatible Chrome, donc par exemple le Chromecast, par exemple. Donc comme ça, vous pouvez jouer directement sur votre TV ou autre chose. Ça, c'est plutôt intéressant, je trouve. Ou même l'aspect prendre le navigateur, c'est beaucoup plus rapide que les autres services de streaming qui, certains requièrent d'installer d'un logiciel ou autre chose. Là, c'est vraiment vous connectez votre navigateur, vous connectez sur votre compte, hop, c'est parti. Donc c'est plutôt intéressant l'approche qu'ils prennent ici. Après, évidemment, il faudra voir ce que ça donne, parce que pour le moment, ils ont montré un petit peu, mais ils ont montré dans un endroit où, évidemment, les conditions étaient parfaites. C'est toujours le problème, c'est que à chaque fois que vous allez tester ces services-là à des conventions, évidemment, ils sont sur la connexion de la convention, qui est une connexion en fibre optique parfaite. Ils ont certainement un serveur pas très loin pour qu'on puisse jouer dans les meilleures conditions possibles. Donc, il faudra voir d'ici, du coup, 2019, ça devrait sortir en 2019, l'arrivée justement du service pour le tester pleinement. Ils essayeront donc, en gros, ils auront des data centers un peu partout, et c'est d'ailleurs déjà le cas, hein. Google a des data centers partout dans le monde, avec justement du matériel spécial pour ça. Donc ils utilisent notamment, et c'est assez intéressant, des processeurs et des cartes graphiques AMD. Donc ma foi, AMD a décroché un énorme autre contrat. Enfin, en tout cas, jusqu'à quand que Google arrête ce service d'ici 3 ans. Ce qui arrive souvent avec Google, c'est qu'ils Google, ils sont très genre, on va lancer plein de trucs au mur et on va regarder ce qui colle. Et ce qui colle, des fois, on va juste aussi l'arrêter sans aucune raison. Enfin bref. Du coup, autre technologie aussi assez intéressante, c'est leur manette. Donc ça, c'est la manette Stadia, qui, contrairement à beaucoup d'autres manettes de services de streaming qui seraient, enfin, en réalité, la plupart des autres services de streaming, vous pouvez utiliser votre manette à vous. Là, vous pourrez toujours le faire, hein, mais ils fournissent aussi cette manette qui se connecte directement à votre Wi-Fi. Et du coup, l'avantage, c'est que vous éliminez un échelon dans la chaîne. Donc, au lieu que la manette communique avec le PC ou avec l'appareil avec lequel vous streamez, puis cet appareil communique avec Internet, ben là, vous éliminez et vous allez directement par l'accès Internet. Alors, je ne sais pas si ça économisera énormément de délai, mais à mon avis, ça permet d'économiser quand même quelques millisecondes à coup sûr, parce que rien que la connexion, si c'est une connexion Bluetooth avec le PC, le Bluetooth n'est pas le meilleur niveau vitesse de connexion. Ça rajoute un petit peu de délai, plus le PC qui doit traiter. Si c'est un PC pas très puissant aussi, ça pourrait rajouter du délai. Et puis il doit communiquer avec Internet, ça rajoute du délai. Donc là, directement connecté Wi-Fi, ça a l'air plutôt intéressant. Après, je tiens à le préciser, c'est si vous aviez une manette branchée à votre PC, elle aussi aurait très peu de délai, parce qu'elle passe par le câble, ce qui est plus rapide que par le Wi-Fi, et même si elle passe par le PC, ça resterait quand même assez rapide. Donc là, je pense que c'est quelque chose qui, évidemment, Google est en mode, regardez, on a fait cette technologie incroyable, mais il faudra le tester en conditions réelles pour voir vraiment si c'est intéressant. Le meilleur test en fait qu'il faudra faire, c'est quand le service sera disponible, c'est tester la manette avec le Wi-Fi, et puis tester une autre manette connectée au PC directement et voir s'il y a une énorme différence justement d'input lag. Genre vous appuyez sur un bouton, vous avez de l'input lag. Donc, ils n'ont pas trop parlé, ils ont montré quelques jeux qui seraient compatibles du coup avec ce service. Donc, ça, comme j'ai dit, ça utilise du matériel AMD. Donc forcément, ça va surtout être des jeux PC. Après, apparemment, ils voudraient travailler un petit peu avec Microsoft, ce qui est en partie logique, pour avoir aussi peut-être
quelques trucs Microsoft, donc ça c'est plutôt intéressant. Si vous ne savez pas, Microsoft est très partenariat en ce moment pour amener beaucoup de ces jeux un peu partout. Donc, il faudra voir. Vous avez par exemple, oui, ils avaient fait une démo sur Assassin's Creed Odyssey. Vous aviez aussi, ils ont montré une démo sur la scène avec Doom, par exemple. Mais celle que les gens pouvaient jouer, c'était Assassin's Creed, apparemment. Donc là, ils montrent différents appareils. Vous avez un téléphone avec une manette. Vous avez un Chromebook, par exemple. Vous avez une TV avec... Ah non, ça, c'est un ordinateur. Vous aviez aussi une TV. Justement, on l'avait vu à un moment avec un Chromecast. Donc vraiment, après, enfin, ça me semble logique. Disponible sur beaucoup de PC, sur beaucoup d'appareils différents, mais ça, encore une fois, les concurrents aussi sont assez disponibles sur pas mal de plateformes. Donc, c'est le strict minimum, selon moi. Le seul truc vraiment génial, c'est le Chromecast, parce que le Chromecast, c'est genre 30 €, le plus petit en tout cas, et vous pouvez le brancher facilement dans une TV. Au niveau des specs aussi, d'ailleurs, ils indiquent que vous pourrez jouer en 4K 60 FPS. Il faudra évidemment une très bonne connexion. Et aussi un autre truc plutôt cool, où vous pouvez jouer évidemment aussi en 1080p 60 FPS. Hein. Et un autre truc plutôt cool, je ne sais pas s'ils l'ont mis dans la news ici en particulier, mais vous pourrez streamer vos jeux depuis la plateforme Stadia vers directement YouTube. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Après, on va être très honnête, tout le monde n'est pas du genre à streamer, ok? Même si, par exemple, si vous avez vu... les Xbox One et les PS4 ont un bouton share depuis le début qu'elles ont été introduites. C'est plutôt pratique, mais c'est pas comme si énormément de gens streamaient non plus. Donc c'est sympa, mais sans plus. Personnellement, je préférerais quand même... je veux dire, je préférerais jouer au jeu sur mon PC directement, quoi qu'il arrive. Donc ouais. Mais bon, je suis peut-être pas forcément le public visé, mais ça m'intéresse quand même pas mal. Et honnêtement, si c'est disponible en Belgique ou en France... je n'hésiterai vraiment pas à le tester pour justement vous dire ce que ça donne. Et je pense que ce sera le bon moment pour faire une comparaison Google Stadia, le service de Nvidia et tout ça, et voir un petit peu ce qui tourne le mieux, ce qui est le moins cher pour la meilleure expérience, qui donne la meilleure expérience de jeu et tout ça. Dans tous les cas, je suis plutôt curieux. Mais encore une fois, il y avait, je le répète, mais Google est connu pour des fois abandonner des projets très vite faits, sans aucune raison, donc... Il y a toujours aussi cette petite inquiétude. Après, si c'est juste genre une location par mois et que vous n'achetez pas la manette Stadia, je veux dire, vous ne perdez rien. Genre, le service s'arrête, vous pouvez prendre d'autres services à la place. Ensuite, tant qu'on reste au niveau de Google, il y a encore plus de rumeurs sur ce Google Pixel, pas bas de gamme, mais plus cheap, plus abordable. Donc, je vous rappelle, on avait déjà eu des rumeurs par le passé, comme quoi Google voudrait faire un Google Pixel. Donc, les Pixels, c'est leur un peu téléphone haut de gamme, à un prix plus concurrentiel. Alors, on n'a pas toujours le prix. J'espère vraiment. Alors, Google, si vous écoutez, je vous dis, le mieux, vraiment le mieux, ce serait 400 € maximum. S'ils peuvent faire ça, ça ramène, ça fait un rappel à l'époque justement de la gamme Nexus, si vous vous souvenez des Google Nexus qui étaient hyper puissants pour vraiment pas cher. Ce serait génial. Mais je pense que ça va certainement être plus cher. Mais le maximum, par contre, là, clairement, s'ils veulent pas se péter la gueule, selon moi, c'est 500 €. Alors, ils en vendront toujours s'ils vendent au-dessus de 500 €, mais à partir de 500 €, vous avez par exemple le OnePlus. Et le OnePlus, bon, il a peut-être pas toute l'optimisation Google, mais il est plutôt bien optimisé. Et surtout, il a un meilleur processeur, il a des meilleurs specs. Donc là, on a eu, du coup, au niveau de cette rumeur, plus de specs. Donc, notamment le fait qu'il utiliserait... donc, vous en aurez deux déjà. Vous aurez un Pixel 3a pour... à moins de choses, je suppose, je sais pas. Pourquoi A? Pourquoi pas S, ça n'irait pas non plus. Lite, peut-être? L? Je sais pas. Dans tous les cas, il y a un Pixel 3a et un Pixel 3 XL. Le Pixel 3a aurait une batterie de 3000 mAh, il aurait un écran de 5,6 pouces, et le 3a XL aurait un écran de 6 pouces. Intéressant. Ils utiliseraient peut-être, alors ça c'est juste genre une spéculation, mais ils utiliseraient peut-être, enfin c'était, on avait vu ces images là un petit moment, hein, si vous vous souvenez, mais il n'y a aucune garantie que c'est un vrai téléphone, c'est peut-être un faux prototype ou juste quelqu'un qui a pris un téléphone Android quelconque chinois et qui a juste rajouté un logo Google ou autre chose dessus, hein, donc c'est largement possible. Quoi qu'il arrive, ça c'était au niveau de la taille d'écran, ce qui est pas trop mal, hein, je pense. Ils auraient tous les deux un Snapdragon 670, qui est pas le plus gros processeur au monde, mais il faut pas l'oublier,
Et c'est surtout, il y a beaucoup de gens qui le disent, oh, les smartphones deviennent trop puissants, ça sert à rien. Mais un truc qui est bien avec le fait que les smartphones deviennent trop puissants, c'est que les smartphones milieu ou bas de gamme deviennent aussi plus puissants. Et eux, ils deviennent suffisamment puissants. Donc le Snapdragon 670, pour information, arrive à la cheville, pas exactement, mais il arrive à la cheville d'un Snapdragon 835, si je me souviens bien, qui est vieux de 2 générations. Donc je vous rappelle, on a eu le 845 l'année dernière et on a le 855 cette année-ci. Donc c'est au niveau de performance de 2017-2016 en gros, d'un téléphone haut de gamme de 2016-2017. Donc c'est pas dégueu, c'est vraiment pas dégueu. 4 Go de RAM, c'est même plutôt bon en fait. L'écran est même d'assez bonne résolution. En fait, il utiliserait même un écran OLED apparemment en 1080p, mais un peu plus large quand même, enfin un peu plus haut. Donc c'est 2220 pixels par 1080. Et du coup, ben, au final, c'est des très bonnes specs. Hein. Et vu que c'est Google derrière, ben, on le sait, la caméra sera bien optimisée, tout sera bien optimisé. Et du coup, ça devrait quand même donner un assez bon téléphone, très, très léger, avec les updates très rapidement et tout ça. Et ça pourrait être, vraiment, je le dis, hein, s'ils le mettent à bon prix, ce serait un tueur. Vraiment, il se vendrait comme des petits pains. C'est juste le prix c'est vraiment le prix qui va tout juger sur ce téléphone. Donc j'espère vraiment, Google, maximum, grand maximum 500 euros. Mais si vous pouvez faire en dessous de 400 euros, juste avoir le modèle de base à 399, ce serait nickel. Avec tout le support Google derrière, les mises à jour, le fait que la caméra est bien optimisée, ce qui n'était pas le cas des Nexus à l'époque. Hein, si vous vous rappelez, les Nexus c'était plutôt bof niveau caméra. Là, ce serait vraiment un vrai tueur de flagship pour un prix imbattable. Après, évidemment, on verra. Il y a aussi le fait qu'apparemment, il utilisera un design plus... on le voit ici, il utilisera un design plus archaïque. En gros, des bordures d'écran plus grandes et tout ça. Moi, ça me dérange pas spécialement. Surtout les bordures en haut et en bas m'ont jamais vraiment dérangé parce que ça vous permet de tenir le téléphone en mode pas portrait, en mode paysage. Mais bon, évidemment, chacun ses préférences. C'est clair que c'est un peu plus beau d'avoir un écran qui prend toute la place sur le téléphone. Et c'est vrai qu'aussi, ça prend moins de place aussi dans la poche. Parce qu'au final, vous voyez, toute la place perdue avec les bordures d'écran et tout ça, là aussi bien c'est un écran de 5,6 pouces, mais vous pourriez mettre, si vous utilisiez un écran vraiment sur le bord du téléphone, vous pourriez mettre aussi bien un écran de 6,2 pouces. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des gros téléphones maintenant, quand vous voyez le Galaxy S10, vous dites « Oh, les écrans deviennent ridiculement grands », mais en fait le téléphone est toujours de la même taille, c'est juste l'écran qui est devenu plus grand. Après évidemment la prise en main aussi est un petit peu moins bonne, vu que l'écran est plus grand, il y a moins de place pour mettre ses doigts et tout ça. Enfin bref, on verra ce que ça donnera. C'est juste des rumeurs jusqu'à maintenant, donc pas plus d'informations. J'espère vraiment que les specs se confirment, parce que c'est pas des specs... Franchement, c'est des specs plutôt bonnes, surtout l'écran OLED et tout. Et j'espère vraiment que la caméra sera bonne, parce que là, on aurait vraiment un excellent téléphone. Ensuite, on passe à une autre news. Je voulais prendre un petit peu cette news, et d'ailleurs, je suis en train de remarquer que j'ai mis que des news de Ars Technica pour le moment. Je lis beaucoup Ars Technica, je devrais prendre leur truc. Il y a un abonnement premium, je sais pas quoi, mais bon. Le truc, c'est que tous les sites traitent à peu près des mêmes actualités. J'aime bien Ars Technica. Après, c'est évidemment en anglais, mais si vous tapez ce genre de news sur Google Actualité ou autre chose, vous devriez trouver des articles en français si vous voulez voir plus de trucs sur le sujet. De toute façon, je suis là pour vous le parler en français. Donc, on a une news sur justement un nouveau casque de réalité virtuelle de justement Oculus, Facebook donc, qui serait du coup l'Oculus Rift S, qui coûterait 399 $, 399 €, on verra bien, et n'aurait plus besoin des webcams pourries de l'Oculus première génération et tout ça. Donc il y aurait moins de setup à mettre en place, parce que le Oculus première génération, il y avait des poteaux avec des caméras pour information qu'il fallait mettre et c'était plutôt bof. Donc là, il n'y a pas de ça. C'est beaucoup plus facile à mettre en place, beaucoup plus genre, vraiment vous le prenez, vous le mettez sur votre tête, c'est parti. Ça reste quand même un casque avec un câble pour information. Comme vous pouvez voir, il me semble que le câble sortait voilà, à gauche ici. Donc, c'est pas encore du casque sans fil. Donc, il y a toujours un peu ce problème de câble. Il y a toujours aussi le problème de la réalité virtuelle où ça peut rendre certaines personnes malades au bout d'un moment. Et aussi le problème qu'il faut de la place autour de vous. Ça ne changera pas. Mais ce qui a changé, toutefois, c'est les specs qui sont beaucoup plus véloces, on peut le dire, oui.
Notamment le fait que maintenant vous avez voilà, un boost de 100% de pixels, donc ça passe à 1980 par 1440 pixels par œil, donc ça fait 2 écrans 1440p carré quoi, pour chaque œil, donc ça c'est vraiment bon. Euh, et aussi, juste apparemment, alors il y a eu une petite downgrade toutefois au niveau du taux de rafraîchissement qui est passé à 80 Hz au lieu de 90 Hz, donc un petit peu dommage, surtout pour un casque de réalité virtuelle, mais bon. Dans tous les cas, c'est une sorte de... C'est pas vraiment une génération 2.0, je dirais. Vous voyez un peu le problème avec les casques de réalité virtuelle que j'ai à moi, c'est que, basiquement, depuis les premiers casques, qu'on va appeler la première génération, donc ceux qui sont sortis vraiment pas ceux qui étaient encore les dev kits en mode développement et tout ça, donc les vrais qui sont sortis là, je ne sais combien d'années maintenant, depuis là, on a eu des meilleurs casques, mais on n'a pas eu un vrai, selon moi, 2.0. On a eu des pseudo 2.0, mais ils étaient beaucoup plus chers. C'était pour le modèle professionnel. Vous avez le Vive Pro, par exemple, qui est très bon, mais genre, il coûte beaucoup plus cher. Là, ça s'approche d'un 2.0, mais j'ai quand même l'impression que l'un des gros problèmes des casques de réalité virtuelle, c'est que ils restent chers et du coup, il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont. Il y en a quand même, mais comme il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont, les développeurs ne sont pas intéressés de développer des choses parce que si vous êtes développeur, je vous dis, ok, tu peux développer un truc pour 10 000 personnes ou alors tu peux développer un truc pour 10 millions de personnes. Qu'est-ce que tu vas choisir? 10 millions. Parce que 10 millions, tu te dis, ah ben j'ai plus de clients potentiels, peut-être qu'il y a plus de gens qui vont acheter. C'est logique, c'est vraiment même hyper logique. Il y a quand même des gens qui développent évidemment des trucs pour Oculus, enfin pour casque de réalité virtuelle, mais beaucoup moins que pour juste des expériences de jeu plus classiques. Donc ce qu'il nous faut, c'est un casque 2.0, une vraie nouvelle génération, moins cher, plus accessible. Là, ça reste le même prix. C'est même un peu plus cher que le premier Oculus, parce que le premier Oculus a baissé en prix, en réalité, mais ça reste selon moi encore un peu trop cher. Je pense qu'on devrait voir beaucoup plus de gens qui adoptent la réalité virtuelle à partir de 200 euros. Je pense que c'est... Moi, personnellement, quand je vois 400 euros, je me dis, ah, c'est cher, ok. Si je pouvais avoir un bon casque, un vrai bon casque, parce qu'il y a des casques de réalité virtuelle que vous pouvez avoir pour moins de 200 euros, mais c'est pas la vraie full expérience, c'est pas des vrais bons casques, c'est des casques un peu genre mobile ou autre chose, quoi, pour regarder des films comme si vous étiez dans un théâtre ou je ne sais quoi. Moi, ce que je veux, c'est un bon casque à 200 euros. Alors évidemment, ça va prendre du temps, parce qu'il faut que la technologie évolue et que les prix diminuent, mais quand on en arrivera là, je pense qu'on aura déjà un peu plus de... Il y aura plus de gens qui en prendront, il y aura plus justement de possibilités de développer pour et tout ça. Après aussi, le plus important aussi, c'est avant même que les gens achètent le casque, c'est d'avoir des bons trucs qui sont sur casque de réalité virtuelle. Il faut des bons jeux qui soient déjà sortis pour que les gens se disent « Oh, il y a ce jeu, il a l'air génial, mais il faut un casque de réalité virtuelle. » Et hop, vous pouvez l'acheter et genre vous y jouez, quoi. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, la plupart des jeux qui sont sortis, c'est soit des jeux indés, qui sont vraiment pas mal, ou soit des jeux AAA, mais qui sont juste des versions adaptées d'un jeu existant. Par exemple, Skyrim VR, c'est Skyrim en VR, mais c'est pas un vrai jeu VR, vous voyez, il tire pas parti pleinement de la VR. Donc ouais, dans tous les cas, on est encore loin, selon moi, d'un vrai... univers, ou d'un vrai développement massif de la réalité virtuelle. On pourrait même dire honnêtement que c'est un peu... Il se passe pas grand-chose ces derniers temps. Il y a des jeux qui continuent de sortir, il y a des casques qui continuent de sortir, mais le truc c'est... Vous verrez vraiment de l'action quand il y aura vraiment une application, un jeu vraiment incroyable que les gens veulent avoir, qui sortira seulement sur casque de réalité virtuelle, et aussi le jour où les casques seront vraiment accessibles. Donc, si j'étais Oculus, Vive et tous les autres développeurs de casques de réalité virtuelle, déjà, j'engagerais des développeurs pour développer des trucs intéressants. Et puis, j'essayerais de baisser le prix. Vraiment, c'est le plus important, baisser ce prix. Parce que ça reste quand même cher, hein, il faut être honnête. C'est pas si cher pour ce que vous avez, mais ça reste cher par rapport à ce que les gens vont vraiment l'utiliser. Ça reste un gadget, après tout. Et un gadget qui coûte 400 euros, c'est un gadget un peu cher. Donc voilà, c'est un peu mon update sur la réalité virtuelle. Dans tous les cas, on verra bien ce que ça donnera d'ici quelques temps. C'est un assez gros article d'ailleurs, si vous voulez le lire en anglais. Ça vous entraînera au niveau de votre anglais, ma foi. Mais bon, sinon on continue de parler de Facebook. Bon là, c'est plus en positif, c'est en négatif.
Facebook avait fait un peu des oups. Genre, apparemment, depuis 2012, jusqu'à 2012 en tout cas, ils enregistraient des fois des mots de passe d'utilisateurs sans les encrypter. Donc, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, les encrypter, non, les chiffrer. Les chiffrer, il ne faut pas que je dise encrypter. Faut pas, ça ne se dit pas du tout. Sans les chiffrer. Donc, en gros, normalement, quand vous allez sur n'importe quel site web, d'ailleurs, quand vous voyez le logo HTTPS, vous voyez ce petit cadenas aussi, ça veut dire que votre connexion avec le site web est chiffrée. Donc tout ce que vous échangez avec le site web est chiffré. Ça veut dire qu'un être humain, s'il voyait les données passer, il sera en mode c'est juste des chiffres et des lettres, j'arrive rien à lire, quoi. Donc c'est très, très important parce que ça évite que des gens se mettent entre vous et le site web et récupèrent vos mots de passe ou de même tout ce que vous dites sur le site web ou autre chose. C'est aussi très important pour un site web de chiffrer tous les mots de passe de leur utilisateur parce que évidemment pour que quelqu'un ait un compte chez vous, il faut avoir des données sur lui, il faut son nom d'utilisateur et tout ça, mais tout ça il faut le chiffrer. Et donc là apparemment, oups, ils ont oublié de chiffrer, hein. Oups, bon, oublié, je sais pas, des fois ça se demandait si, comment dire, ils font pas un peu exprès pour économiser vite fait du temps ou autre chose, mais bon, dans tous les cas, il y a des mots de passe Facebook qui n'ont pas été chiffrés, donc c'est un gros problème. Apparemment, c'est utilisé Facebook Lite, si je me souviens bien, ouais. Mais voilà. Le truc que vous devez retenir à chaque fois qu'il y a un truc comme ça, moi que je dis, c'est... même pas essayer. Ayez un mot de passe différent pour chaque site web. Vous n'arrivez pas à les retenir? C'est pas grave. Utilisez un gestionnaire de mots de passe. Votre gestionnaire de mots de passe, lui, il va chiffrer vos mots de passe pour vous. Vous avez des gestionnaires de mots de passe en local qui ne passent pas par Internet. Vous avez KeePass, par exemple. Ça marche très bien. Ou alors, vous pouvez même utiliser des services en ligne comme LastPass. Vous avez aussi, comment il s'appelle? Dashlane, voilà. Dashlane ou LastPass, c'est des services en ligne qui chiffrent aussi votre mot de passe, enfin vos mots de passe. Et du coup, vous avez juste une extension sur votre navigateur, sur votre téléphone, et juste vous vous connectez sur Dashlane, sur LastPass, ou vous lancez KeePass. Vous avez aussi une application KeePass sur téléphone d'ailleurs. Et puis vous pouvez prendre vos mots de passe pour un site web, le copier momentanément, ou alors il le met pour vous sur le site web, et hop, vous êtes connecté. Donc si vous pouvez vraiment, enfin même, faites-le, par pitié faites-le. C'est très important, parce que si vous faites ça, le jour où, oh mince, Facebook a oublié de chiffrer mon mot de passe, c'est pas grave. Je l'avais juste sur Facebook. Je le change, c'est parti. Ok, on est bon. Tout est nickel. Alors que là, maintenant, vous êtes en mode... Tous ceux qui ont un compte Facebook, là, et qui ont peut-être utilisé Facebook Lite, ils sont en mode, mince, où est-ce que j'ai utilisé ce mot de passe? Ah non, je l'ai utilisé sur ma banque. Ah, je l'ai utilisé là. Et maintenant, vous devez le changer partout et vous l'avez vraiment dans l'os. Donc ouais, par pitié. Utilisez un mot de passe pour chaque site web. Et pour les sites web importants, changez-le régulièrement aussi. C'est assez important. Surtout si vous avez vos cartes d'identité, enfin, des informations privées dessus très importantes. Changez le mot de passe juste tous les X mois. Vous n'êtes pas obligé d'être tous les mois non plus. Il y en a qui sont assez extrêmes là-dessus. Mais moi, je dirais, changez-le tous les 6 à 12 mois. Ok? C'est déjà pas mal. Juste changez-le une fois de temps en temps. Juste vous réservez un jour de l'année où vous changez tous vos mots de passe. Avec LastPass, en plus, c'est rapide. Ou avec Dashlane ou KeePass, vous pouvez les changer très rapidement. Ils génèrent des mots de passe pour vous. Hein. Donc, vous n'avez même pas besoin de les retenir ni rien. Donc, ouais. Par pitié, faites-le. Ok, alors passons à des news un petit peu plus hardware, un peu plus technique. Enfin, pas vraiment. Donc, vous avez dû voir pas mal de trucs sur le ray tracing de NVIDIA. Notamment, d'ailleurs, le fait que maintenant, il y a trois jeux supportés, enfin, qui supportent le ray tracing. D'ailleurs, le plus intéressant, c'est que ces 3 jeux supportent différentes versions du ray tracing, enfin, différentes fonctionnalités du ray tracing. Battlefield, c'était Battlefield, c'était tout ce qui était réflexion, plutôt. Puis vous aviez Metro, pas Last Light, Metro Exodus. Lui, il supportait plutôt l'occlusion ambiante, ce qui est encore autre chose. Et puis vous aviez du coup maintenant le dernier qui supporte, c'est Shadow of the Tomb Raider, qui lui supporte plutôt au niveau du calcul des ombres plutôt que de les réflexions ou autre chose. Tout a un rapport évidemment, hein. Calculer les reflets, c'est en rapport avec la lumière. Calculer les ombres, c'est en rapport avec la lumière. Tout a le même rapport, mais c'est quand même des versions différentes du ray tracing, ou plutôt des fonctionnalités différentes du ray tracing. D'ailleurs, je tiens à le repréciser, enfin pas le repréciser,
je ne l'avais pas vraiment précisé, mais il faut savoir que le ray tracing de NVIDIA utilise quelque chose qui a été rajouté par Microsoft, en fait, dans DirectX. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça s'appelle DXR, parce que c'est DirectX Ray Tracing, le R. Donc, après, évidemment, NVIDIA a passé pas mal de temps à quand même développer son implémentation sur leur carte graphique. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont aussi développé Turing avec tout ce qui est leur nouveau Turing Core. Non, comment ils les appellent déjà? Je ne sais même plus. Leur tout nouveau cœur qui permettent de calculer tout ce qui est un petit peu intelligence artificielle et tout ça. Parce qu'ils en avaient vraiment besoin pour calculer l'énorme quantité de données qui doit être calculée pour tout ce qui est ray tracing. Mais ça veut dire aussi que AMD pourrait sortir une carte avec du ray tracing. Et ça veut dire aussi, oui, que, et c'est le cas, NVIDIA va activer le ray tracing sur les anciennes cartes graphiques. Donc ils vont l'activer sur toutes les GTX 1000 quelque chose. Donc ça inclut aussi Titan XP et Titan X. Donc les GTX 1080 Ti, 1080, 1070, 1070, 1060 devraient du coup supporter, donc toute l'architecture Pascal devrait supporter le ray tracing. Alors évidemment vous allez me dire, oh c'est génial, en fait on n'en avait pas besoin des cartes RTX. Si, en réalité. Le truc c'est, il n'y a pas de secret. Si vous regardez ici, alors c'est des graphiques très simplifiés, hein, mais le truc c'est que pour faire tourner du ray tracing en direct, il faut réellement beaucoup de puissance GPU. Donc vous pouvez vous en sortir si vous avez un énorme GPU. Notamment, il y a eu une démo qui est sortie, j'ai vu, de quelqu'un qui faisait tourner du ray tracing sur une carte AMD via justement le DXR, et c'était plutôt intéressant parce que les cartes AMD sont très puissantes en réalité au niveau pure puissance GPU. C'est juste que cette puissance GPU n'est pas toujours très bien utilisée dans les jeux vidéo, mais ça veut dire que le ray tracing pourrait pleinement l'utiliser. Par exemple, la Vega 7 sera un monstre en réalité par rapport à ce qu'elle offre et tout ça pour justement calculer ce genre de choses. Mais ouais, ça demande quand même beaucoup de calcul GPU, et c'est pour ça que NVIDIA a créé la série RTX avec des cœurs en plus spéciales pour calculer tout ça. C'est logique, il n'y a pas de secret. Si vous devez calculer des trucs hyper puissants, vous ne pouvez pas juste activer quelque chose sur la carte et hop, d'un coup, elle fait des trucs incroyables. Non, il faut qu'il y ait quelque chose qui calcule tout ça. Donc, au final, ils l'ont plus activé, comme ils l'ont dit, pour que les gens puissent voir ce que ça donne, si ça leur plaît. Mais moi, la logique, ce qui me paraît le plus logique, c'est qu'ils l'ont activé parce que, soyons honnêtes, de toute manière, quoi qu'il arrive, maintenant, à partir de maintenant, les cartes NVIDIA auront toujours du ray tracing. Donc, si vous devez changer de carte graphique dans 2 ans, vous n'aurez pas le choix d'avoir le ray tracing. Moi, ce qui me semble plus logique, c'est qu'ils ont activé sur toutes les cartes Pascal parce que, comme ça, ils peuvent dire aux développeurs, « Hey, vous pouvez développer du ray tracing pour 1% des gens. 1% des gens qui ont des cartes RTX. » Non, maintenant, ils peuvent être en mode, « Hey, vous pouvez développer du ray tracing pour 20% des gens qui ont des cartes Pascal ou des RTX. » Et là, les développeurs sont plus en mode, OK, il y a un intérêt. Oui, il y a un intérêt à développer. Après, comme les perfs sont pas très bonnes, je ne sais pas si les développeurs vont suivre. Il y a toutefois un truc qui pourrait être intéressant, c'est les jeux moins lourds, les jeux indés, qui du coup vont pouvoir profiter de ça, parce que c'était évidemment verrouillé par NVIDIA dans les drivers. Maintenant, ça veut dire que vous êtes développeur indé, vous pouvez rajouter votre propre implémentation du DXR dans votre jeu en utilisant l'API justement d'NVIDIA à ce niveau-là. Donc c'est génial, hein. Enfin l'API de Microsoft via les drivers NVIDIA. Donc c'est génial, hein, parce que si vous avez un petit jeu indé qui n'est pas très lourd et qui profiterait pleinement du ray tracing, c'est plutôt pas mal. Donc, quoi qu'il arrive, c'est une bonne chose pour tout le monde, mais soyons honnêtes, c'est clairement NVIDIA qui dit « Ok, bon, on a un peu du mal à vendre des cartes RTX, et en plus, le problème, c'est que les jeux ont du mal à sortir avec du ray tracing. Donc, ouais, il faut qu'on augmente le parc de cartes qui peuvent le supporter, ou sinon les développeurs vont juste genre ignorer. » Ça me fait penser énormément au final à Physics, si vous vous souvenez, qui promettait de calculer tous les trucs physiques des jeux vidéo sur votre carte graphique NVIDIA, et au final, les développeurs étaient en mode « mais », et ils n'ont jamais vraiment développé plus que ça, et ça finit par mourir. Donc, là, ça reste quand même une technologie très intéressante. En plus, c'est de supporter directement dans, comme je dis, DirectX. J'ai hâte de voir ce que donne AMD à ce niveau-là. Après, je
préfère limite qu'AMD se concentre plutôt à développer des bonnes cartes graphiques moyenne gamme, 200, 300 euros, plutôt que forcément sauter sur le ray tracing, parce que je pense que c'est encore un peu trop tôt. Ça se voit avec même les RTX et tout ça. Même la RTX 2080 Ti, genre, ça prend beaucoup de performance, quoi. Il y a aussi, évidemment, le DLSS, mais j'ai vu pas mal de vidéos sur le DLSS. DLSS, c'est compliqué à prononcer. Et le truc, c'est que beaucoup de tests ont été faits et au final, bah, c'est bien, ça booste les performances, mais ça reste basiquement, c'est un peu dur à dire comme ça, mais c'est juste de l'upscale en fait. Donc en gros, malgré tout ce que dit Nvidia, vous pouvez le faire déjà sur votre PC, ce que fait DLSS. Vous pouvez jouer à un jeu en 1440p ou en 1080p et puis l'upscale en 1440p. C'est pas parfait, mais c'est toujours mieux que de jouer en 1080p sur un écran 1440p. Parce que là, l'image va être agrandie. Ils vont mettre un petit peu des filtres, vous voyez, pour peut-être enlever des filtres anti-aliasing, pour enlever tout ce qui est un petit peu pixel qui traîne par-ci par-là. Et ça permet vraiment d'avoir quelque chose de meilleur que juste du 1080p natif. Mais évidemment, l'idéal serait d'avoir du vrai 1440p. Par contre, à côté, c'est plutôt bon au niveau performance. Et de tous les tests que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, en tout cas, le truc, c'est que les techniques d'upscale classiques, que vous avez déjà disponibles dans les drivers NVIDIA et tout ça, donnent le même gain de performance que DLSS et la qualité est très similaire. C'est dommage à dire comme ça pour NVIDIA, mais ouais. Vous pouvez voir, si vous parlez anglais, vous avez Hardware Unboxed qui a fait beaucoup de vidéos sur le sujet et vous verrez que vous avez aussi Gamer Nexus et d'un jeu à l'autre, d'ailleurs, il y a certains jeux où c'était même flou l'image sur DLSS, donc ouais. C'est... disons, on peut le dire clairement, c'est pas un bon temps pour être Nvidia en ce moment, parce que le fait que les cartes de mineurs, tout ce qui est minage est en chute libre, donc il n'y a plus personne qui achète des cartes pour faire du mining, donc chute libre pour Nvidia à ce niveau-là. Le fait que les RTX coûtent plus cher, donc les gens sont en mode bah, je vais garder ma GTX 1080. Moi j'ai une GTX 1080 Ti, je vois pas d'intérêt d'upgrade par exemple. Hein. Enfin, si je dois la payer moi-même, je vois pas l'intérêt de l'upgrade. En tout cas, évidemment, si une marque était en mode hey Aurélien, voilà une RTX, je ne dis pas non, mais non, je la paierai jamais moi-même. Soyons très honnêtes, parce que si vous avez déjà une 1080 ou une 1080 Ti, très peu de raisons d'upgrade. Si par contre, évidemment, vous avez une plus vieille carte, ça peut être un intérêt. Donc là, c'est un autre point qui coûte à Nvidia. Et puis maintenant ça, la technologie qu'ils ont basé beaucoup de choses dessus, au final, les développeurs sont plutôt en mode mais, ou alors ils développent pas vraiment à fond, ou alors ce qu'ils développent n'est pas incroyable, parce que le ray tracing, ça varie d'un jeu à l'autre, apparemment, enfin, de ce que j'ai pu voir. Sur Metro Exodus, ça va, c'est plutôt sympa, mais en intérieur, par exemple, c'est moins sympa. Battlefield, c'est sympa, mais il y a des bugs, par moments, des drôles de trucs. Shadow of the Tomb Raider, justement, qu'il a implémenté récemment, c'est sympa, mais genre, si vous prenez pas le meilleur preset, le plus lourd preset avec, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, et puis ça vous enlève tellement de FPS que vous êtes en mode, ok, autant jouer peut-être... Même, ça me fait penser au mode ultra des jeux vidéo, vous voyez. Vous pouvez jouer en ultra dans les jeux vidéo, ou alors vous pouvez jouer juste avant l'ultra en high, en haut paramètres graphiques. Et le truc, c'est qu'en haut paramètres graphiques, bien souvent, vous avez pratiquement, vous êtes à 95% de la qualité visuelle de l'ultra, mais derrière, vous avez tellement plus de FPS, quoi. Donc, c'est la même chose pour moi ici. Je pense que la plupart des gens, il y a des gens qui adorent jouer même à des jeux à 30 FPS pour avoir le plus beau jeu possible. Mais moi, je suis plus en mode, ok, je suis prêt à sacrifier, genre, un petit peu de qualité pour avoir 160, 120 FPS. C'est beaucoup plus plaisant, surtout si j'ai l'écran qui suit derrière. Donc ouais, Nvidia, bonne chance, parce que vous allez en avoir besoin. Vous avez de la chance que AMD n'a pas beaucoup de concurrence en ce moment pour vous, enfin, pas beaucoup de cartes pour vous concurrencer, mais si AMD avait des bonnes cartes en face, je peux vous dire que Nvidia l'aurait bien profonde. C'est à peu près tout pour ce Texama Show. J'espère que vous avez bien apprécié, comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, en commentaire. On se retrouvera pour un prochain Texama Show et je vous dis salut à tous!